Ce soir, nous partons pour le Japon, là où les légendes se mêlent aux ombres les plus sombres. Entre une demeure chargée de rituels funestes, une forêt maudite aux disparitions terrifiantes, et un tunnel où résonnent encore d'inexplicables murmures. Chaque pas pourrait être le dernier. Entre tradition et malédiction, installez-vous et faisons face ensemble au comble de l'horreur. Imaginez une immense demeure nichée dans une vallée japonaise, isolée par les cerisiers anciens et gardée par 5 temples autour d'elle, censés protéger ce qui se trouve à l'intérieur. C'est là, dans ce manoir silencieux, que résidait jadis la puissante famille Imuro, rempart sacré entre notre monde et un portail démoniaque. Tous les 50 ans, selon la croyance, ils devaient accomplir le rituel de l'étranglement. On choisissait une jeune fille dès la naissance, la forçant à vivre recluse dans ses murs, isolée de toute attache humaine. On l'appelait la marcheuse du cordon, portant des cordes sacrées reliées à ses poignets, ses chevilles et son cou. Ces cordes étaient attachées à des bœufs puissants ou à des chevaux. Une fois libérés, ils tiraient sur les liens, déchirant le corps de la jeune femme dans une mise en scène atrocement cérémoniale. Les cordes utilisées étaient ensuite trempées dans son sang et servaient à renforcer le sceau du portail maléfique, au cœur même du manoir, pour le maintenir fermé. Mais une fois, quelque chose a mal tourné. La jeune fille choisie a rencontré un homme et est tombée amoureuse. Ce lien humain, cette faille, a brisé le rituel. Le maître de la famille, acculé par la faute, a massacré sa propre famille avant de mettre fin à ses jours. Depuis, 9 générations plus tard, on murmure que les âmes de la famille revivent leur fin tragique en boue. 100 ans plus tard, une occultiste nota des traces écarlates sur les murs du manoir, des reflets étranges dans les miroirs brisés, comme si l'espace et le temps s'étaient figés à l'instant de l'effondrement. Malgré ces récits, aucun registre administratif n'atteste l'existence réelle de cette maison. Certains pensent que tout provient d'une légende née à l'époque du jeu vidéo Fatal Frame, inspirée de ces récits effrayants. Mais l'histoire hante toujours les imaginations, comme un murmure persistant qu'on ne parvient pas à oublier. Si vous avez aimé cette première histoire, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour le référencement et pour faire agrandir ma chaîne. Et maintenant, passons à la forêt la plus connue et la plus hantée du Japon, la forêt d'Aokigahara. Aux abords du mont Fuji, là où les chemins touristiques s'amenuisent et où la nature semble soudain se refermer sur elle-même, s'étend une mer d'arbres si dense qu'elle avale la lumière. La forêt d'Aokigahara. Les Japonais l'appellent parfois Jukai, la mer d'arbres. Mais derrière cette beauté presque hypnotique se cache une réputation qui glace le sang. On raconte que depuis des siècles, ce lieu est maudit. Au temps des famines, certaines familles désespérées y abandonnaient les personnes âgées ou leurs malades, incapables de les nourrir. Et, dit-on, leurs esprits affamés rôdent encore entre les troncs tordus. Mais depuis les années 1960, Aokigahara est tristement connu
comme l'un des lieux les plus sombres du Japon pour une autre raison. Des centaines de personnes y ont mis fin à leur jour, au point que chaque entrée est aujourd'hui bordée de panneaux écrits en plusieurs langues, implorant les visiteurs de réfléchir à leur famille, que leur vie est précieuse et d'appeler à l'aide. Des patrouilles volontaires arpentent régulièrement les sentiers pour repérer les âmes en détresse ou malheureusement retrouver des corps. Mais ce n'est pas seulement cette tragédie qui alimente la peur. Ceux qui s'y aventurent racontent des phénomènes étranges. Les boussoles s'affolent, les GPS cessent de fonctionner et même les plus expérimentés affirment perdre tout sens de l'orientation. Les racines tordues et les arbres aux formes étranges semblent se répéter à l'infini, créant un labyrinthe naturel où chaque pas ressemble au précédent. Certains randonneurs disent avoir entendu des murmures, comme des voix lointaines ou des pas derrière eux alors qu'ils étaient seuls. Dans la culture japonaise, ces manifestations sont souvent attribuées aux yurei, les esprits tourmentés de ceux qui sont morts dans la souffrance ou l'injustice. Selon la croyance, ces âmes restent prisonnières du lieu de leur décès, incapables de trouver la paix et cherchant à attirer les vivants dans leur monde. Les habitants des villages voisins, eux, évitent de s'approcher trop près, surtout à la tombée de la nuit. Certains guides locaux rapportent avoir vu des rubans colorés ou des fils accrochés aux arbres, laissés par des visiteurs pour retrouver leur chemin. Mais parfois, ces fils s'arrêtent brusquement au milieu de nulle part. Et quand le silence de la forêt se fait trop lourd, il devient difficile de savoir si ce qui vous étreint est la peur ou quelque chose d'autre qui vous observe. La route de montagne s'accroche au flanc des arbres noirs. L'air sent la mousse froide et la ferraille mouillée. Tout au bout, derrière une barrière tordue, béant comme une bouche sans lèvres, gît l'ancien tunnel d'Inunaki. Au-dessus des chênes rouillés, un panneau délavé avertit de ne pas entrer. On entend juste l'eau goûter et très loin, un son confus, comme un aboiement perdu qui se répercute sous la voûte. Inunaki signifie d'ailleurs aboiement de chien. Les habitants d'ici disent que ce n'est pas un hasard. On raconte qu'avant la construction de la nouvelle route, les voitures s'engouffraient dans ce tube de béton sombre pour gagner du temps. Puis, un jour, la montagne a été contournée ailleurs et le vieux passage a été délaissé, condamné, oublié, sauf par les curieux et par ceux qui jurent ne plus jamais vouloir y retourner. Ce lieu n'est pas qu'une histoire pour faire peur. À la fin des années 1980, un crime sordide a marqué les abords du col d'Inunaki. Un homme a été agressé par un groupe de jeunes et laissé pour mort près de la route. Les journaux en ont parlé et depuis, la rumeur a fait le reste. Au vrai drame s'est greffée une légende, celle d'un village interdit au-delà du tunnel, où la loi n'aurait plus cours, où les étrangers ne reviennent pas. Personne ne prouve l'existence d'un tel village. Mais la peur, elle, a bien pris racine. La nuit, certains disent que les moteurs caleraient juste devant la voûte, les phares faiblissant comme étouffés par la pierre humide. D'autres jurent que les téléphones se vident, que les radios crachotent jusqu'au silence.
Quand on s'avance de quelques pas, le froid colle à la peau, plus vif que dehors, comme si l'air manquait. Le sol, lui, par endroits, d'un film d'eau, et c'est là que commencent les détails qui restent longtemps, trop longtemps dans la tête. Sur le béton suintant, des traces de mains seraient apparues au passage d'une lampe, s'évanouissant dès qu'on les fixe. Parfois, des pas résonnent dans le dos, à distance régulière, puis s'arrêtent net quand on se retourne. Une sonnerie retentirait, lointaine, comme un vieux téléphone public qu'on n'aurait jamais installé ici. Plus loin, quelqu'un a retrouvé des amulettes accrochées à des fils rouillés, des papiers de prière collés et détrempés, des fleurs fanées tombées sur le gravier, autant d'offrandes laissées par ceux qui préfèrent apaiser plutôt que provoquer. Une nuit de pluie, un couple s'est aventuré jusqu'au premier enfoncement. La lampe frontale du garçon a vacillé. Leur souffle faisait de petites fumées blanches. Ils voulaient faire demi-tour quand une lueur rouge s'est allumée tout au fond. Une petite braise fixe, comme l'œil d'un appareil. Puis, elle s'est déplacée, latéralement, et s'est éteinte. Alors, un souffle a longé la paroi, portant une odeur de métal et de cendre, et un rire très bref a claqué, sec comme un hoquet. Ils ont couru, la lampe cognant contre la voûte, et dehors, la pluie paraissait presque tiède. D'autres histoires reviennent. Un automobiliste, stoppé à l'entrée, aurait vu des empreintes se dessiner sur le pare-brise, de l'extérieur, en plein battement d'essuie-glace. Un randonneur prétend avoir photographié la voûte et une fois chez lui, avoir découvert une silhouette à hauteur d'épaule, tournée vers la caméra, là où il n'y avait rien. Et sur une paroi, entre coulure et poussière, un mot tracé du bout des doigts, « Rentrez ». Est-ce l'écho du crime, la peur de la montagne, ou simplement la nuit qui joue avec nos nerfs? Les plus âgés haussent les épaules, mais éviter Inunaki reste pour beaucoup une habitude. Ils disent que certains lieux gardent ce que l'on leur confie, des secrets, des cris et des regards, et que la montagne, patiente, les renvoie parfois, fragment par fragment, au premier qui écoute. Aujourd'hui, l'ancien tunnel est officiellement fermé et surveillé par endroits. Les autorités demandent de ne pas forcer les accès. La structure est dangereuse, les éboulements réels. Les histoires, elles, continuent sans qu'on ait besoin d'y risquer sa peau. Elles voyagent d'un téléphone à l'autre, d'un feu de camp à une vidéo, et le nom d'Unaki reste, dans bien des esprits, synonyme de ce moment où l'on retient sa respiration, juste avant d'avancer d'un pas de trop. Si vous avez aimé ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains récits. Laissez un commentaire, partagez la vidéo et restez sur vos gardes, car le prochain frisson pourrait bien être plus proche que vous ne le pensez.